partais pour un week-end en Turquie. Et puis, au moment de faire enregistrer mes bagages, une bombe a explosé très violemment. Et pour moi, j'ai cru que tout était terminé. Et puis, en quelques secondes, je me suis levée, j'ai couru et je me suis rendue sur le trottoir. Comme si, je sais pas, comme si quelque chose me disait lève-toi et puis cours, va-t'en. Puis je me suis rendue sur le trottoir. J'ai demandé à une personne ce que j'avais, si c'était grave. Il m'a répondu non, non, pas du tout. Et en fait? Bien, j'ai été brûlée sur les jambes. J'ai eu ma jambe gauche qui était déchiquetée, les bras, les mains, le visage également avait pris. Quand je voyais comment j'étais, je me disais c'est pas possible, maintenant pour moi c'est terminé, je serai plus jamais comme avant et puis pour moi la vie est terminée. Il s'agissait là de traiter 20 brûlés graves, victimes d'un attentat, blastés, c'est-à-dire porteurs de lésions de souffle, le souffle de cette bombe qui les avait brûlés, et porteurs de lésions associées à type de fractures ouvertes, de plaies des nerfs, de plaies des parties molles. Et par conséquent, le premier problème qui s'est posé, c'était d'abord un problème de tri. Il s'agit de trier très vite, mais en étant assez perspicace, les malades pour que le maximum de soins soit apporté à ceux dont l'état nécessite une thérapeutique urgente et immédiate. Gunca Gatay, vous vous souvenez de ces images? Comme si c'était hier? Oui. Oui. Il faut dire que Très bien. vous êtes un reporter photographe turc qui travaille pour une agence en France, Gamma, et vous rentriez chez vous pour des vacances, et vous avez été parmi les victimes de cet attentat. Est-ce que vous avez compris tout de suite que vous étiez un grand brûlé? Non, je n'ai pas compris. Pas du tout. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait. Après l'explosion de la bombe, j'ai voulu même photographier. J'ai cherché mes appareils. Mais le copain qui m'accompagnait était pris de panique en me voyant. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais très mal aux mains. En sortant mes appareils de mon sac, je croyais qu'on allait piller mes appareils. J'avais mal. Alors là, j'ai voulu que d'autres photographient à ma place. Vous avez souffert beaucoup, beaucoup, tout de suite? Au début, non. Mais chaque instant qui venait augmenter la dose de la douleur. Et quand j'avais décidé de prendre des photos, j'avais déjà très très mal. Votre corps a été brûlé à quel degré? Je ne sais pas pour mon visage quel degré, je ne sais pas. Au total, 33%. Mon corps, mes mains, mes jambes partiellement. Mon visage a été brûlé par l'explosion de butane sur ma tête. Là, vous avez ce ne sont pas des gants, ce sont des protège-mains. Vous avez aussi, je crois, une bande, un collant qui protège vos jambes. Vous êtes protégé sur tout le corps. Vous ne pouvez pas encore avoir la peau à l'air libre. Ces gants, en fait, ne sont pas protecteurs. Ah, il y a eu une transplantation de sang. Donc, ces gants essayent de faire une pression sur ces peaux transplantées. La première fois que j'ai mis ces gants, j'allais pleurer, j'ai failli pleurer de douleur. Maintenant, je peux les enlever, je peux les remettre. Et dans quelques mois, je n'aurai plus besoin de les mettre. C'est un système de rééducation qu'on va voir dans le reportage que je vous propose de regarder avec nous maintenant. Et à la suite de ce reportage, nous reviendrons sur l'expérience que vous avez vécue vous-même. On a l'habitude de diviser les brûlures en brûlures de 3 degrés différents.
Les brûlures du premier degré, qui sont l'équivalent du coup de soleil, la brûlure du deuxième degré, et puis les brûlures profondes, qui sont des brûlures du troisième degré. Et pour résumer, on peut dire qu'il existe deux sortes de brûlures. Les brûlures superficielles qui guérissent spontanément, et puis les brûlures profondes qui nécessitent un recouvrement chirurgical. Eh bien, une brûlure, c'est une destruction du revêtement cutané, c'est-à-dire de la peau, voire des plans sous-jacents, par un agent qui peut être un agent thermique, chimique, électrique, ou par des radiations ionisantes, et qui met en jeu, dès qu'il atteint une certaine surface corporelle, le pronostic vital. J'avais dans les 4 ans. Et j'avais à côté de moi, j'avais mon papa et mon tonton qui et mon père, il s'occupait du barbecue et on n'était que tous les trois dans la cuisine. Dès que ça arrivait, on m'a vite portée dans la salle de bain, on m'a mis vite une couverture, tout ça, et après je me souviens plus. Elle était brûlée sur 60% de la surface. Son pronostic vital était engagé, mais dans la mesure où elle a été opérée très précocement, au 3e jour de l'évolution, où l'excision greffe précoce réalisée a été couronnée de succès, son évolution a été relativement simple. Elle représente un cas moyen des brûlures, avec cependant un incident en cours de route qui devient maintenant plus rare, qui à l'époque était plus fréquent, et qui a été une très grosse hémorragie digestive au décours d'un état septicémique. La surface compte presque au même titre que la profondeur, parce que la profondeur implique que la thérapeutique va être beaucoup plus difficile dans certains cas. Et finalement, on pourrait dire que la gravité d'une brûlure dépend avant tout de sa surface et de sa profondeur, mais aussi de l'âge du malade, du terrain sur lequel elle survient. Et il est bien évident que les âges extrêmes de la vie sont les âges les plus exposés. Et il est certain que le pronostic vital est engagé dès lors que la surface brûlée atteint 20% chez l'adulte et 10% environ chez l'enfant. Nous faisions un barbecue. Il y avait mon mari, mon beau-frère qui était donc en train de le préparer. Et je pense qu'il y a eu un courant d'air. Mon mari a voulu remettre de l'alcool et la petite a voulu approcher pour voir son père faire. Oui. Et justement, elle avait du nylon et elle a pris une étincelle sur elle. Et cette étincelle, en un rien de temps, elle a pris feu. On la voyait plus, quoi. J'ai vite attrapé un morceau de moquette et un morceau de gros tapis qu'on a dans l'entrée et je l'ai complètement avec mon beau-frère, on l'a enveloppé dedans et on a réussi justement à arrêter les flammes. Parce que justement, ce qu'il n'aurait pas fallu qu'à la fasse, c'est qu'elle s'est mise à courir également. Alors donc, je pense que ça a dû... Ça a activé le... Ça a dû activer certainement le feu, oui, parce qu'on ne la voyait plus. C'était très très grave, oui, justement. Elle a été brûlée à 70%. 70% et
C'est moi qui ai eu la réaction de... J'ai vu telle que ma fille devenait, parce qu'elle commence... moi, je l'ai gardée dans mes bras, et elle me commençait à me dire, maman, je ne peux plus bouger. Alors j'ai dit, vite, vite, c'est très grave. On a très vite appelé une ambulance. Il y a eu le SAMU, il y a eu tous les gens sur place, et ils me l'ont emmenée aussitôt à Percy. Cette jeune femme qui est danseuse de son métier était là encore brûlée presque entièrement au 3e degré et carbonisée sur certaines zones. J'étais brûlée il y aura 8 ans, au mois d'août prochain. Ça se passait comment? Bien, j'avais allumé le barbecue avec de l'alcool à brûler et en mettant les sardines sur le barbecue, eh bien, il y a eu, avec la graisse qui tombait, un espèce de retour de flamme. Je pense que l'alcool n'était pas complètement consumé. Et ma manche a trempé et je suis devenue une torche en 30 secondes. Et là, à ce moment-là, j'ai couru, ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai pensé à me rouler tout de suite. C'était de l'herbe et je me suis dit que l'herbe allait prendre feu alors qu'il n'y avait plus, c'était complètement ridicule. Alors je me suis précipitée sur la terrasse en marbre, pensant que là... Et puis mon mari, dans l'affolement, est arrivé, a pris le tapis du salon et s'est jeté sur moi et a essayé de m'éteindre. Voilà. et vous étiez très gravement brûlé. Bien oui, 72% de mon corps, dont 50% au 3e degré qui aura été greffé après. J'avais jamais pensé aux gens brûlés, c'est une question que je m'étais jamais posée. Alors pour moi, on allait me guérir sans problème. Et puis c'est par la suite, avec des complications qui interviennent, et notamment une septicémie qui a failli m'emporter au moment où j'allais sortir, qu'on se rend compte que finalement la vie tient quand même qu'à un fil. Avec M. Guilbeault, à l'hôpital, je lui ai dit, moi si je redanse pas, je me suicide, je saute par la fenêtre ou je me débranche tout ce qu'il y a là. Et je crois qu'il m'a pris vraiment au sérieux et il a fait beaucoup pour préserver certaines parties de mon corps de façon à ce qu'il soit de nouveau correct pour redanser. Et j'ai lu dans ses yeux une telle détermination que j'ai pris là un petit risque malgré tout et que j'ai un peu sacrifié le vital au fonctionnel. Il n'était pas question que je sois une autre. J'ai trop travaillé pour la danse, trop d'années. Et non, c'est la danse ou rien. Les premiers secours apportés aux grands brûlés sont déterminants pour la suite du traitement. C'est pourquoi il importe de donner, sur le lieu même de l'accident et pendant le transport, les soins d'urgence. Les hélicoptères, les ambulances, envoyés sur place, sont maintenant équipés en matériel très sophistiqué. Assistance cardiaque, réanimation. D'autre part, les médecins et les infirmières qui sont dans ces hélicoptères et dans ces ambulances sont eux-mêmes hautement spécialisés. En réalité, tout est fait pour que le blessé entre dans une sorte d'hôpital en miniature dès sa prise en charge par ces secouristes de haut niveau. Pour les grands brûlés, plus encore que pour d'autres, c'est le premier geste thérapeutique qui peut sauver. C'est un accident de circulation. Ouais. Nous avons dérapé sur une plaque de verglas. Et nous n'avons pas eu de chance puisque la voiture a pris feu. Et c'est un monsieur qui était là. C'est cette personne qui m'a tiré de la voiture. Je suis resté environ, enfin selon ses dires, 7 à 8 secondes dans la voiture, tout simplement. Et ça, vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez repris conscience à quel moment? Je pense avoir repris conscience, je n'ai plus du tout la notion du temps, mais je pense avoir repris conscience fin mai, début juin. Donc 3 mois après l'accident. 3 mois. Et à ce moment-là, vous avez su ce que vous aviez eu? Non, pas du tout. On me l'a raconté, mais on m'aurait dit à l'époque que je m'étais scratché en avion, c'était la même chose. J'ai été brûlé à 60% de mon corps au 3e degré. J'ai une fracture du rocher qui m'a provoqué une hémiplégie à gauche. Et j'ai eu aussi quelque chose au poumon, je ne sais plus quoi exactement. Quelque chose assez grave également. Bon, je me trouvais un déchet humain, une espèce de bout de viande. Ça se
la question se posait pas pour moi. De toute façon, tout le monde était comme ça. Et puis je crois qu'on a tellement mal, on n'a pas le temps de penser à soi. On a envie que ça cesse. Un point, c'est tout. Avec du recul, quand on en parle, on voit les choses d'une autre façon. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est très dur parce que les soins sont terribles. On m'a jamais endormie pour un bain, pour un épluchage, parce qu'il y a certaines zones qui pouvaient être sauvées sans greffe. Et ces zones étant vivantes, eh bien, on criait très fort parce que quand on nous arrachait, ça faisait très mal. Voilà. Le brûlé est effectivement avant tout en proie à la douleur, à sa peur, avec une série de réponses organiques qui finalement sont bénéfiques à court terme, mais qui sont maléfiques à plus long terme si elles se prolongent. Et finalement, c'est un malade extrêmement complexe, car la brûlure est un véritable modèle de stress. Et c'est un stress qui va se répéter pendant des semaines, quelquefois des mois. Et finalement, le traitement de la brûlure implique tout un environnement un petit peu spécial. Pour bien saisir la nécessité d'un tel environnement, il suffit de se rappeler au fond les multiples fonctions de la peau. La peau, c'est d'abord une barrière protectrice qui nous protège contre les agressions bactériennes. Sa destruction nous met à la merci d'une infection qui est d'abord locale et qui, si elle est mal contrôlée, devient générale et provoque un véritable tableau septicémique. Il faut donc créer une atmosphère stérile dans laquelle la composante hygrométrique a d'ailleurs un rôle à jouer, mais pallier le manque de protection antibactérienne ne suffit pas. La peau est aussi une enveloppe qui nous protège des variations thermiques. Quand elle est détruite, elle ne joue plus ce rôle. La neutralité thermique du brûlé se situe aux environs de 33 à 35 degrés. Et par conséquent, un brûlé a besoin d'être traité dans une atmosphère chaude pour compenser ses pertes caloriques importantes. De plus, l'exsudation qui accompagne toute brûlure provoque d'importantes pertes de chaleur par évaporation. D'où l'importance de l'alimentation du brûlé, qu'elle soit par voie orale, il s'agit alors d'alimentation dite entérale, ou qu'elle soit faite par voie intraveineuse, et c'est l'alimentation parentérale. Et si l'on mesure le métabolisme de repos d'un brûlé sur 50% de la surface corporelle, on s'aperçoit que ce métabolisme de repos est le double de la normale. Le traitement d'un brûlé grave commence par un traitement de réanimation. La première chose étant un déséquilibre hydroélectrolytique contre lequel il faut lutter, puisque la brûlure a entraîné un certain nombre de réactions organiques, dont la principale est une exsudation plasmatique. C'est ce qu'on appelle le choc hypovolémique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer de façon un peu simpliste le système cardiovasculaire comme étant constitué d'une pompe qui est le cœur et d'un réservoir, c'est-à-dire qui sont les vaisseaux qui contiennent du sang. Vous pouvez avoir un choc lorsque le réservoir se vide, et à tout choc, l'organisme réagit toujours de la même façon. Il privilégie toujours la circulation coronaire et la circulation cérébrale. Si ces circulations n'existent plus ou sont insuffisantes, vous mourrez. Donc l'organisme va détourner un certain nombre d'autres circulations qui ne sont pas aussi vitales. Et là, vous avez donc la circulation rénale, la circulation du tube digestif, ça peut conduire à des hémorragies digestives qui sont quelquefois mortelles, et à des problèmes au niveau du côlon. Un côlon qui est plein de matière fécale va faire rentrer dans la circulation tout d'un coup des bactéries hautement toxiques. Ça peut aussi vous entraîner une aggravation des lésions cutanées, puisque la circulation cutanée est elle aussi diminuée, et donc vous allez avoir une aggravation des lésions de brûlure si le choc se perpétue. Ces manœuvres de sauvegarde faites, nous allons nous donner les moyens de la surveillance. C'est-à-dire que nous allons essayer de mesurer un certain nombre de paramètres pour savoir si notre réanimation est efficace. Et ces paramètres sont d'abord des paramètres cliniques. Nous allons mesurer le pouls, la tension artérielle, etc. Nous allons aussi mettre une sonde urinaire qui est destinée à mesurer la diurèse horaire. Dans la mesure où cette diurèse est satisfaisante, nous estimons que le rein est bien perfusé. Et donc que la plupart des organes sont bien perfusés. Perfuser un grand brûlé
peut être un grand problème, d'autant plus que le brûlé est plus gravement brûlé. Il faut trouver une veine, qui peut être une veine périphérique, mais la plupart du temps, elles sont dans la brûlure, ou peut-être une veine profonde. La recherche de cette veine peut être extrêmement difficile. Dans la mesure du possible, nous essayons de la trouver hors de la zone brûlée. Alors vous imaginez un brûlé de 80%, il faut pouvoir mettre de quoi réanimer le malade sans non plus hypothéquer l'avenir chirurgical du malade. Je veux dire qu'il ne s'agit pas de mettre des voies veineuses n'importe où qui empêcheront ensuite le chirurgien de prélever les quelques centimètres carrés de peau saine qui nous reste pour faire une greffe. Le brûlé peut avoir des problèmes respiratoires, notamment lorsqu'il a été brûlé au niveau du visage ou qu'il a été victime d'une explosion. Il est brûlé sur une surface d'environ 40% de la surface corporelle et qui a des brûlures de la face. Nous avons fait une première fibroscopie qui nous a démontré des brûlures de l'arbre respiratoire et des brûlures du larynx. Étant donné que son cou est simple, nous lui avons fait immédiatement une trachéotomie et actuellement nous le ventilons. Alors cette deuxième fibroscopie, elle a pour but essentiellement de drainer un peu les bronches, de lever un certain nombre de bouchons muqueux qui se trouvent au niveau des bronches et de surveiller l'état local. Les zones noires que le médecin aperçoit et que vous voyez sont des zones carbonisées. En réalité, il ne suffit pas de mesurer l'étendue des brûlures externes pour faire un pronostic. Il faut détecter avec précision les brûlures internes qui échappent au premier regard, c'est-à-dire essentiellement les brûlures respiratoires. Un accidenté peut avoir une apparence extérieure rassurante et être très gravement atteint à l'intérieur. C'est toujours le degré de ces brûlures du système respiratoire qui permet au médecin d'apprécier les chances de survie d'un malade. En effet, au-delà d'un certain seuil de brûlures internes, on ne peut plus faire immédiatement les greffes, pourtant seule thérapeutique indispensable pour sauver ce malade. Cette part de réanimation, elle dure environ 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, nous allons avoir à pallier à des problèmes de ce que j'ai appelé la volémie tout à l'heure. Vous est-il arrivé, monsieur? Disons que, en coulant de la fonte, le bac a lâché, puis la poche s'est retournée sur moi. C'est-à-dire, il y avait combien de fonte dans cette poche? 3,5 tonnes. Et à quelle température? 1400 degrés. Vous avez pris une douche à 1400 degrés? 1400 degrés. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce que j'ai pu, c'est que c'était le mot était vite. D'autant plus que j'avais une chaussure qui était restée coincée dedans, il fallait que je l'enlève pour me sauver. Mais il devait y avoir de la fonte en fusion tout autour de vous? Tout autour. Puis quand c'est par terre, ça pète avec les différences de température. Je me trouvais complètement pâle, c'est le cas de le dire. Et tous vos vêtements ont dû s'enflammer? Ah oui, c'est des vêtements qui volent pas vite, mais enfin, il n'y a que ma ceinture de cuir qui a résisté. C'est tout. Et le casque, ce qui fait que j'ai pas eu la tête brûlée. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez reçu ce bac de fonte sur la tête? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai essayé de me dégager comme j'ai pu. Puis quand j'ai pas pu me reculer, je suis passé en dessous, sous la poste, qui elle était virée sur le côté. Puis j'ai fait le tour de l'atelier, puis il y avait un bac d'eau, j'étais dans le bac d'eau. Puis après, j'étais chez le veilleur de nuit pour appeler les pompiers d'Auxerre. Et vous étiez brûlé à combien? D'après, au départ, ils m'avaient compté à 85%. Moi, au départ, ils m'avaient condamné, de toute façon. Moi, quand je suis parti d'Auxerre, ils avaient dit, à ma femme, il n'y a aucune chance. Et moi, je leur avais dit, t'en fais pas, je reviendrai. Et je suis revenu. À maladie exceptionnelle, moyen exceptionnel. C'est ainsi que, pour éviter que les parties du corps brûlé soient au contact d'une surface dure, on utilise aujourd'hui de plus en plus ce lit très spécial, composé de microbilles de porcelaine agitées en permanence par un flux d'air stérile. Le malade repose en fait dans ces conditions sur une sorte de coussin d'air. Au stade initial, au niveau de l'urgence chirurgicale chez le brûlé, se pose le problème des brûlures circulaires des membres, en 3e degré. C'est-à-dire 2e degré intermédiaire, car il va y avoir un œdème sous cette brûlure. Cet œdème ne va pas pouvoir s'étendre
la peau n'est pas extensible indéfiniment, et il va donc y avoir une sorte de garrot qui va se former au niveau des membres, au niveau du cou, au niveau du thorax. Il va donc falloir agir à ce niveau, en urgence chirurgicale, en pratiquant ce que l'on appelle des incisions de décharge. L'incision de décharge consiste à faire de grandes incisions au bistouri, longitudinales dans l'axe du membre, de façon à ouvrir la peau et à permettre à l'œdème de pouvoir s'étendre. Au niveau du cou, la même chose. Il faut empêcher ce véritable carcan de se former et il faut surtout empêcher ses effets néfastes. On va donc pratiquer des incisions tout le long du cou pour faciliter le retour veineux et permettre ainsi une meilleure dynamique circulatoire. Si on laisse évoluer la brûlure sans faire ces incisions de décharge, l'œdème va mettre les tissus sous tension, va bloquer la circulation et on risque d'avoir une ischémie distale, c'est-à-dire une nécrose aux extrémités des membres. Passé la 48e heure, survient une deuxième phase qu'on a appelée la phase métabolique. Cette phase, elle durera jusqu'au moment où la brûlure sera recouverte. Alors que cette couverture soit spontanée, c'est ce qu'on appelle la cicatrisation, ou que cette couverture soit chirurgicale, c'est les greffes. Quand un brûlé présente des lésions qui recouvrent 15 à 20% de la surface corporelle, rien n'empêche, dès lors que son état hémodynamique est stabilisé, de le recouvrir immédiatement. On pourrait donc imaginer qu'au deuxième ou troisième jour de son évolution, il est opéré, recouvert avec sa propre peau, c'est-à-dire autogreffé, donc couverture définitive, et puis il sera ainsi transformé en 48 heures ou en 3 jours en un post-opéré. Il ne sera plus un malade brûlé. Quand la brûlure est plus importante, il est bien évident qu'on ne peut pas recouvrir toutes les lésions en un seul temps et qu'il va falloir par conséquent opérer un certain nombre de recouvrements itératifs dans le temps. À ce moment-là, dans une première intervention, on va recouvrir 15 à 20% de la surface corporelle. C'est la surface moyenne qui est admise par à peu près toutes les équipes, voire 20% pour les équipes qui sont un petit peu plus... qui prennent plus de risques. Et dès lors que les sites donneurs auront cicatrisé spontanément, on pourra reprendre de la peau au même endroit et recouvrir d'autres sites récepteurs. Et ainsi, par touches successives, on arrive à recouvrir le brûlé. La face antérieure de la rotule a été elle-même carbonisée. Ce qui va nous obliger à faire une excision jusqu'à l'os. À l'aide de cet appareil, qui s'appelle un ampli-greffe, nous allons faire des multi-perforations sur la greffe, de façon à obtenir le plus de surface possible avec cette greffe. Alors il s'agit de 2 rouleaux, armés de petits couteaux entre lesquels on fait défiler la greffe. Vous voyez qu'à la sortie de l'appareil, la surface de la greffe a été multipliée par 1,5, 2, 2,5, suivant l'appareil utilisé. Ce qui permet un gain de surface très intéressant chez les grands brûlés. Voilà, je fais des perforations dans cette greffe en peau pleine qui va être appliquée sur la rotule, de façon à permettre l'écoulement d'un hématome possible.
Il faut respecter certains temps. Il doit y avoir dans ce protocole thérapeutique une osmose importante entre le réanimateur et le chirurgien. Lorsque le malade aura un léger mieux, le chirurgien opérera le brûlé de façon à recouvrir une petite surface. Si le malade va mal, s'il y a un problème septique, s'il y a un problème de dénutrition, le réanimateur va alors prendre en compte son brûlé de façon à passer le cap critique, à lui permettre de remonter un peu la pente, remonter son état général, jusqu'à ce que le brûlé soit en état de supporter une nouvelle intervention chirurgicale. Mais on peut aussi s'adresser à d'autres types de revêtements qu'un revêtement définitif comme est l'autogreffe. À ce moment-là, on a affaire soit à de la peau humaine qui vient d'une banque de peau. Cette peau est conservée à moins 193 degrés dans de l'azote liquide, et il s'agit de peau qui a été prélevée sur des cadavres, peau qui a gardé absolument toutes ses qualités biologiques et qui permet un recouvrement provisoire. Un pansement. C'est un pansement biologique, mais elle permet en même temps de passer un cap souvent difficile, et elle permet aussi au site donneur de la première intervention d'avoir cicatrisé pour qu'on puisse ensuite reprendre de la peau au même endroit. Mais on peut aussi s'adresser à d'autres types de revêtements, et en particulier à des peaux d'origine animale. C'est le cas de la xénogreffe, et chez l'homme on utilise assez volontiers, on utilisait, parce qu'on l'utilise moins maintenant, la peau de porc. On peut aussi avoir affaire à des recouvrements qui sont entièrement artificiels ou semi-artificiels, c'est-à-dire dans la composition desquels peuvent rentrer un ou deux éléments d'origine biologique, par exemple du collagène. Nous essayons de réaliser une peau équivalente qui est constituée d'un épiderme et d'un derme, à la différence d'autres techniques préconisées où seul l'épiderme est utilisé. Pour l'instant, la production de cette peau équivalente est encore au stade expérimental, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Si elle devait s'avérer opérationnelle, elle ouvrirait évidemment de nouvelles possibilités de traitement, non seulement dans le cas des grands brûlés, mais surtout ceux qui ont besoin d'une greffe de la peau. Actuellement, cette production de peau artificielle, qui éviterait toute réaction de rejet, comprend deux phases. D'abord, on fabrique un matériau de base. Ce matériau est constitué d'une des composantes du tissu animal, le collagène, et de cellules de peau humaine qui ont subi un traitement pour devenir neutres, c'est-à-dire qu'on enlève à ces cellules tout caractère spécifique. Ensuite, sur ce matériau de base, eh bien, on va ensemencer des cellules provenant de l'épiderme du blessé lui-même. Donc, on réalise avec ce derme équivalent un support qui semble être très adéquate pour faire pousser des cellules épidermiques. Il nous faut à ce moment-là aller prélever de petites biopsies cutanées du receveur potentiel, c'est-à-dire du grand brûlé arrivant, dissocier les cellules épidermiques de ces petits prélèvements biopsiques et secondairement de les ensemencer sur ce derme équivalent selon les techniques définies par Bell à Boston. Ce travail actuellement est encore à l'échelon expérimental et n'a pas en fait eu encore d'application humaine, mais les premiers résultats obtenus nous laissent espérer prochainement de pouvoir utiliser ce type d'équivalent peau comme un des moyens de l'arsenal thérapeutique pour le traitement des grands brûlés. La peau est un organe extrêmement important qui concerne autant le psychique que l'organique et qu'une grande altération de la peau par la brûlure entraîne momentanément une désorganisation massive du moi et des mécanismes de défense de l'individu. Donc tous les brûlés ont à vivre une période de dépression et nous avons quand même un travail de soutien à faire, de présence à faire pendant leur hospitalisation. Vous pouvez m'ouvrir? Sûr, allez-y. J'étais isolé du monde entier. J'étais dans un milieu stérile, j'étais isolé complètement et c'est affreux à vivre.
pour pas supporter. Et parce que vous n'avez plus aucun rapport avec les personnes que vous aimez, que vous appréciez. Et ça, c'est dramatique. Bon, vous voyez comment sont les chambres à persil. Il y a une sorte de fenêtre sur le côté. Je voulais que c'était une porte. Je voulais toujours que mes parents, ma fiancée, rentrent par cette porte pour venir me voir, pour venir me faire un bisou. Et bon, on me disait que c'était une fenêtre qu'on ne pouvait pas rentrer, mais je ne les croyais pas. Je pense que j'ai déjà embêté terriblement de monde. Ils l'ont fait par sympathie, par amour, je crois. J'ai embêté terriblement de monde tous les 6 mois que je suis allé à Percy, parce que... Enfin, je me souviens donc une seule journée où je n'ai eu personne à Percy. Je n'ai pas eu de visite. Et bon, Paris, c'est à 250 km de chez moi. Donc je pense qu'on fait quand même un effort terrible. Et bon, ce jour-là, je sais que j'ai chialé comme un gosse, comme un gamin, parce que je croyais que tout le monde me laissait tomber. Quand on est isolé de tout comme ça, j'ai demandé à ma fiancée de se mettre du rouge à lèvres, de me faire un bisou sur la vitre. Et puis lorsque le monsieur qui faisait les carreaux venait nettoyer ses vitres, je ne voulais absolument pas qu'il efface ces traces de lèvres, cette trace de rouge à lèvres sur la vitre. J'aime bien être entouré, enfin, qu'on m'ait choisir aussi. Bon, là, je ne choisissais pas, donc les filles ont été très, très fortes. Et bon, à Percy, elles ont eu le chic de s'intégrer. Enfin, il n'y avait qu'elles, en fait, quand je n'avais pas d'autres alternatives. C'est peut-être pour ça que j'ai réagi comme ça, mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Nous sommes proches d'eux dans la mesure où nous sommes constamment près d'eux pour leur faire les soins, pour leur parler. Nous sommes le seul lien qu'ils aient avec le milieu extérieur, puisqu'ils n'ont pas de visite, à part celle qu'ils ont à travers une vitre. Ils ont la télévision, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas une personne humaine. Autrement... Est-ce qu'ils sollicitent beaucoup votre présence? Certains, oui, ils sont très inquiets. Alors, ils traduisent leur inquiétude en nous demandant de hausser la température, de la baisser, de leur donner à boire, de leur donner un champ pour se couvrir, surtout la nuit d'ailleurs. Que dans les premières heures et les premiers jours, on est constamment près de lui pour effectuer tous les soins. La réanimation dans les premières heures est assez lourde puisqu'il faut mettre toutes les perfusions. Et donc nous sommes constamment près de lui et en plus il y a les bains. Donc nous participons aux bains aussi. On va baigner le brûlé de façon périodique 2-3 fois par semaine dans des baignoires de contenance importante. À l'intérieur de l'eau du bain, on pourra ajouter des antiseptiques. On a toujours présent, en effet, à l'esprit, l'idée d'une surinfection de la brûlure. Le bain est douloureux. Il est douloureux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque le malade a des pansements occlusifs, lorsque l'on détache ces pansements occlusifs, il ne faut pas oublier que le sous-sol de la brûlure est très douloureux. Donc ça fait mal. De plus, les produits antiseptiques que l'on met dans l'eau du bain sont aussi douloureux. Peu, mais enfin, ça se surajoute à cette douleur initiale de la brûlure. De plus, au moment du bain, on agit de façon instrumentale sur la détertion de l'escarre en enlevant des petits fragments d'escarre de façon à gagner peu à peu sur cette évolution physiologique normale. Tous ces actes sont douloureux. On peut remédier à cet état de fait en employant, chez les grands brûlés, une anesthésie générale lors du bain. Et il nous arrive fréquemment, pour les malades importants, de pratiquer ces bains sous anesthésie générale. Mais c'est énormément pénible, c'est affreux à vivre, si vous voulez. Bon, il n'y a pas très longtemps que je suis content d'être en vie, en fin de compte. Ça fait un mois, pas plus. Avant, c'était tellement dur. Avant, quand tout se bousculait dans ma tête, c'était tellement difficile à supporter que je me demandais pourquoi on ne m'avait pas laissé mourir. Parce que, bon, à 25 ans, quand vous avez le corps foutu, déjà d'une part, j'aurais 50 ans, ce serait différent. Bon, c'est quand même affreux. D'abord, à l'hôpital, mon professeur Pascal Vincent m'a amené une personne que je ne connaissais pas auparavant de mon accident. C'est une grande danseuse, c'est Janine Chara, qui est arrivé le même accident et qui m'a énormément apporté sur le moment à l'hôpital et après, qui m'a toujours soutenue, qui m'a encouragée. Elle est venue et puis elle s'est déshabillée derrière cette vitre et elle m'a dit « Regarde, il ne restera plus rien, tu redanseras, tu verras, tu feras comme moi ». Et ça m'a donné vraiment encore plus envie d'y arriver, de redanser, d'être de nouveau moi-même. Et après, elle m'a soutenue, elle m'a toujours
Dès que ça n'allait pas, m'envoyer un petit mot, me téléphoner, m'aider. Et puis il y a Pascal Vincent, qui m'a, tous les jours avec beaucoup de patience, qui m'a refait travailler, qui m'a remusclé, qui m'a redonné, m'a aidé à retrouver toutes les sensations que j'avais perdues. Et ça, c'est superbe. Dès le premier jour, on doit faire un bilan qui met en jeu un petit peu l'étendue de ces brûlures, la topographie de ces brûlures, ce qui est très important parce que ça va conditionner un petit peu les complications. Et en fonction de ce premier bilan, voir quel est le type de rééducation que l'on va pouvoir mettre en œuvre pendant la première phase de la rééducation, phase qu'on pourrait appeler pronostic vital. Et les grands brûlés doivent subir une rééducation puisque leur avenir fonctionnel est en jeu parce que les brûlures vont évoluer vers des cicatrices qui vont avoir tendance à se rétracter, surtout au niveau des plis de flexion, et avec les conséquences que l'on peut imaginer donc, sur l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des raideurs et des déformations. La rééducation du brûlé, c'est une rééducation qui doit être particulièrement assidue, vigilante. On doit les surveiller un petit peu comme le lit sur le feu, presque, ces brûlés. Parce qu'une bride rétractile, ça se forme en 2 ou 3 jours, ça se forme très très rapidement. Donc on essaye d'immobiliser nos brûlés pour certaines articulations dans la position de fonction, pour d'autres articulations dans des positions qui soient carrément inverses à celles adoptées par la rétraction. Pendant ces premiers temps, comme vous l'avez peut-être vu déjà chez les brûlés, ces gens sont mis dans des baignoires avec du liquide antiseptique, du liquide stérile, hein, et là le rééducateur peut intervenir pour mobiliser justement dans l'eau avec des gants stériles. Le rééducateur est habillé et est équipé de façon stérile, hein, dans cette première partie. Donc on peut toucher cette peau. On peut toucher sans problème cette peau. Tu peux te servir de ton articulation absolument parfaitement, tu vois. N'aie pas peur. Tu peux faire tout seul. Vas-y. Allez, vas-y. Très bien. Soulève là. Soulève ton pied. Vas-y. Très bien. Tu vois, tu commences à pouvoir faire. Non, cette articulation-là, pas l'autre. Tu triches là-bas. Voilà. Tu vois. D'ailleurs, on pourrait commencer à le faire marcher. Ça marche. Tiens, tu profites de mettre tes mains pour les faire travailler dans l'eau. Ce sera plus facile. Prends tes mains dans l'eau, il faudrait lui couper ses ongles. Oui, parce que... Prends tes mains dans l'eau. Voilà, et tu fais ça. Et puis tu fais marcher tes articulations, c'est très important. Tu les pousses comme ça. Puis tes mains, tu les fermes complètement. Mais dans l'eau. Mais dans l'eau. Dans l'eau, c'est beaucoup plus facile dans l'eau. Voilà, tu te mets dessous, voilà, et puis tu t'amuses comme ça. Tu fais ça. De force, parce que dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Ça va? Ça va? Et tes mains? Impeccable. Regarde. Fais voir comment il marche. Vas-y, fais plier encore. Ah, mais c'est dur. Tu peux pas plier les mains? Alors, quand les brûlures sont peu étendues, à l'évidence, la stratégie est simple. Il suffit d'opérer au niveau de toutes les zones fonctionnelles et de transformer le brûlé très vite en un post-opéré en le greffant avec sa propre peau, puisque là, il y a suffisamment de sites donneurs. C'est ce qui illustre très bien les cas de tous ces malades qui ont les mains brûlées, les seules mains brûlées ou les mains et la face, et qui sont opérés très précocement, à la 24e heure environ, et qui s'en tirent absolument sans séquelles. Un samedi matin, j'ai amené mon porte-bagages de vélo à souder dans un garage qui est pas loin de chez moi. Et à côté de nous, il y avait une bidon inflammable. Et nous sommes soudés à l'arc avec l'étincelle et ça se propageait sur ce bidon. Et une explosion. Et j'ai pris le liquide sur mes 2 jambes et les mains, oui. Les secours sont venus et on m'a transféré à l'hôpital de Percy, à Clamart. Ils ont compris que mes mains avant tout, quoi. Donc 3 jours après, ils m'ont greffé les 2 mains.
parce que je suis manuel. Je pratique un métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, métier de graveur, donc j'ai besoin absolument de mes deux mains pour travailler. Après la greffe, on m'a conseillé tout de suite d'essayer de bouger mes deux mains, parce qu'après la greffe, c'est quand même très douloureux, et puis ça tire, hein, la peau qu'on vient de me greffer, et ça tire, et il faut évidemment, tant que je pouvais, de les bouger, d'essayer de me faire travailler, de trouver une souplesse. Il est très très important de commencer d'ores et déjà la réinsertion familiale, mais également professionnelle. Donc il faudra toujours avoir dans son esprit cet objectif terminal. Dès que le patient sort du milieu stérile pour venir dans un service de rééducation, celle-ci peut devenir beaucoup plus active. Et on peut employer des méthodes qui sont beaucoup plus agressives que celles qu'on aura employées chez ce même patient lors de la première phase. Si la rééducation a été bien conduite de façon précoce, de façon continue, on arrivera à avoir une fonction qui permettra à ce brûlé de vaquer à toutes les activités de la vie quotidienne, donc d'être autonome, et de vaquer à la plupart des activités professionnelles qui existent actuellement. La rééducation des brûlés, si vous voulez, ne connaît pas de week-end. Elle doit être continue même le samedi, même le dimanche. C'est un des gages du succès. C'est la précocité et c'est la longueur et c'est l'assiduité de cette rééducation. La cicatrice du brûlé réagit de façon un petit peu explosive et le but de ces vêtements compressifs, c'est de aplanir les cicatrices. Le collant blanc que porte jour et nuit cette jeune fille fait partie de la rééducation. Il traite la peau en la compressant et en la massant en permanence. Si cette malade marche également avec cette attitude voûtée et bras écartés, c'est parce que la peau a naturellement tendance à se rétracter. Et c'est pour lutter contre cela qu'elle fait des exercices à l'aide d'orthèses. On peut agir enfin dans l'évolution au bout de quelques mois par des cures thermales, c'est-à-dire en envoyant une eau sous pression au niveau de la cicatrice pour favoriser ce réalignement harmonieux des fibres. C'est un jet qui est envoyé à une très forte puissance et qui vous arrache des pieds à la tête, qui vous gomme les cicatrices et qui permet d'infiltrer de l'eau dans ces cicatrices, dans ces kéloïdes. Et après, l'eau travaille et ronge toutes ces cellules mortes. C'est très douloureux au départ. Et puis, on s'y habitue. Et puis finalement, comme ça donne de merveilleux résultats, on y retourne. J'avoue dire, j'aime pas tellement. C'est que d'abord, on prend une douche très très forte qui pique. Ensuite, on prend un bain qui est assez chaud. Et ça dépend. Des fois, on va dans une petite cabine où on reste 10 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est des petits jets qui sortent tout seuls. Et après, des fois, on va pour les mains. On les fait tremper dans la même eau qu'on prend pour le bain. Et ensuite, on repart et on entend le lendemain. Ces vêtements ont pris feu à la suite d'avoir allumé une allumette. Le 2 janvier 79, on était avec ses frères dans sa chambre. Je m'en suis aperçue au bout de quelques temps, quand j'ai entendu les gémissements de ma chienne. Je suis allée voir et c'est à ce moment-là que les enfants sont sortis de la chambre et que Cyril était toute comme une torche, quoi, qui était tout en train de brûler. Et le pronostic était quoi à l'époque? À l'époque, c'était pas très très engageant, c'est-à-dire qu'il pensait que les poumons étaient atteints. Elle avait été brûlée où? Parce que quand on la voit aujourd'hui... Le visage, tout le thorax, le haut des cuisses,
les bras, enfin, une partie des bras en haut et les bras, les avant-bras. L'intérieur de tes mains avait été brûlé aussi, Cyril? Non. Juste 2 doigts. Juste le bout des doigts. Aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose. Non. Elle a fait un arrêt cardiaque et donc il a précipité l'opération en recouvrant au maximum, en cherchant, pas tellement à l'esthétique, mais en cherchant à la sauver. Comme le dit le père de cette jeune fille, les médecins ont d'abord donné la priorité à la vie plutôt qu'à l'esthétique. La rapidité d'intervention, dans la plupart des cas, ne permet pas de se préoccuper de l'aspect physique des brûlés. C'est seulement après, lorsqu'ils sont à coup sûr sauvés, qu'intervient la demande esthétique. Et dans le domaine de la chirurgie réparatrice, tous les espoirs sont aujourd'hui permis. « 70% environ des brûlures sont des brûlures d'origine domestique. On peut penser qu'il existe environ 450 000 cas de brûlures par an en France. Sur ces 450 000 cas, 45 000 seront hospitalisés et 4 500 à 5 000 seront hospitalisés dans des centres spécialisés. Un tiers de ces lésions touchent des enfants. Quand l'accident est arrivé, effectivement, il faut savoir quoi faire. Et il existe toujours un certain nombre de mesures simples qui permettent d'éviter le pire. Quand il s'agit d'une brûlure thermique, quand il s'agit d'une brûlure chimique, le geste à pratiquer le plus rapidement possible est de répandre de l'eau sur les lésions. Ça, je crois que quand on a fait ce geste, si on l'a fait très rapidement, on a minimisé de façon très importante la lésion locale. En particulier pour les brûlures chimiques qui doivent être lavées pendant longtemps, 15 à 20 minutes, à l'eau, tout simplement. Mais si tous les brûlés domestiques étaient immédiatement immergés, plongés dans l'eau ou soumis à l'action d'une eau froide, il serait certain que beaucoup de lésions seraient superficialisées, minimisées et qu'on aurait beaucoup moins d'accidents. Monsieur Chagatai, je rappelle que vous avez été l'une des victimes de l'attentat qui a eu lieu à Orly il y a à peu près 2 ans maintenant, un petit peu moins de 2 ans. Est-ce que vous êtes reconnu dans l'itinéraire, je dirais dans le calvaire de ces grands brûlés? Ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu tout ceci à peu près. Je comprends si bien toutes ces souffrances que je viens de voir à l'écran maintenant. Jamais dans ma vie, je ne me souviens d'avoir souffert autant. Il y a des personnes, bien sûr, qui ont des brûlures beaucoup plus graves, plus importantes. Mais en les voyant, en les regardant maintenant, c'est comme si je revoyais ce que j'ai vécu à l'hôpital de façon vivante. C'est inoubliable. Est-ce qu'on se met à détester son corps quand on est brûlé comme ça? Est-ce que le corps devient insupportable? Est-ce qu'on a envie de se débarrasser de son corps? Non, on ne déteste pas son corps, on se sent misérable. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de quelqu'un pour la moindre chose. Par exemple, en sortant de l'hôpital, j'avais besoin de quelqu'un pour mettre ses gants. Je n'arrivais pas à le faire tout seul, pour manger aussi. Je n'arrivais pas à couper le couteau, je n'arrivais pas à marcher. Quelqu'un devait me tenir le bras. On se sent misérable. Alors, c'est insupportable de se sentir aussi misérable. Il y a quelqu'un, une danseuse qui, dans ce reportage, dit à un moment donné, si je ne peux pas redanser, autant cesser de vivre, autant me suicider. Vous êtes photographe professionnel, reporter. Est-ce que vous avez des idées de cette nature? Peut-être. Pour un moment, j'ai pensé que ma carrière était terminée. Mais aujourd'hui, non.
De nouveau, j'ai cette envie, cette rage de travailler. Peut-être dans un an, j'irai en Afrique, en Amérique, quelque part. En ce moment, je ne peux pas aller dans les pays chauds parce que j'ai peur d'avoir des sensations de brûlure, mais je pense que ceci va passer dans quelques temps. Mais je n'ai pas perdu l'espoir. Au contraire, là, j'en ai plus. Vous avez réappris à travailler avec vos mains, à faire des photos. Vos mains vont bien, là? Oui, oui, bien sûr, je peux. Oui. Oui, les médecins me le disaient déjà. Ils me disaient que j'allais pouvoir utiliser mes mains, que ça allait être comme avant. Je n'y croyais pas. Mais c'est vrai, je peux tout faire maintenant. Elles étaient gonflées, elles étaient bleues. Aujourd'hui, elles blanchissent, elles deviennent blanches. Des fois, je peux enlever les gants et je peux être tranquille pendant 1 heure ou 2. Avant, je n'y arrivais pas. Vous considérez comme un infirme? Infirme, non pas comme infirme, mais je ne suis pas comme avant. En ce moment, non, mais je pense que j'y retournerai à cet état. Je ne me sens pas infirme. Peut-être comme si quelque chose me manquait. Peut-être quand mes jambes seront comme avant, je n'aurai pas tout ceci. Mais, bien sûr, il y a quelque chose. On ne le voit pas à l'œil. Mais ce qui aurait pu vraiment me tuer, c'était la carbonisation de mes poumons. Après, il y a eu un épanchement. Alors j'ai dû arrêter de fumer. Alors je ne fume plus du tout. Et il faudrait que je fasse contrôler mes poumons, comment ils évoluent. C'est ma seule peur. Vous pensez que c'est une douleur incompréhensible pour qui ne l'a pas vécue? Oui, oui. Personne ne peut comprendre ça. Et là, vous êtes optimiste, vous avez le sentiment que vous allez revivre tout à fait normalement. Vous allez retrouver vos mains parce que là, vous avez ces gants. Je pense qu'on vous regarde avec ces gants. Est-ce qu'un jour, on ne vous regardera plus parce que vous êtes brûlé? Même maintenant, je peux enlever mes gants, si vous le voulez. Allez-y. C'était bien pire avant? Il faudra peut-être que je me fasse opérer, mais quelques petites retouches, mais je peux tout faire là. Pourquoi vous les avez encore, ces gants, alors? D'ici quelques heures, la peau se gonfle, donc il faut exercer une pression permanente. Il reste peu de temps maintenant. Vous voyez, c'est devenu déjà blanc. Alors cette blancheur va se répandre sur toute ma main. Alors je n'aurai plus besoin de ces gants. Et le regard que l'on porte sur vous, fort heureusement le visage a quelque chose au nez, mais peu. Et ça vous gêne? Ça vous fait peur d'enlever vos gants à cause de ça aussi? Bien sûr. Non, mon visage, beaucoup de personnes me disent que j'ai rajeuni maintenant. Ma peau, la peau du visage a été étirée. Et aux douanes, le policier turc n'a pas cru à l'âge indiqué sur mon passeport. Et cela attire l'attention de beaucoup de gens, mes mains. Aujourd'hui, cet hiver en Turquie, quand j'étais allé voir le Premier ministre, j'avais essayé de l'aborder pour prendre ses photos. Et ces agents de protection m'ont pris pour un criminel et j'étais sous surveillance pendant 5 ou 6 heures. Et après, ils ont compris qui j'étais, ils ont compris et ils m'ont libéré, mais je n'ai pu rien faire, je n'ai pas pu travailler. Ça attire l'attention partout.
Mais des fois, par exemple en France, les familles des grands brûlés m'abordent et ils me posent la question, ils me demandent si moi aussi je suis un brûlé.